Salut tout le monde. Alors on se retrouve, on est jeudi 29 décembre. Donc j'entame le vlog un jeudi, je suis censée le poster le samedi, ça sera peut-être dimanche, du coup je sais pas. Je suis un petit peu décalée vu que j'ai posté mon dernier vlog masse lundi, que c'était mon anniversaire, qu'ensuite il y a eu bien les départs des personnes, des membres de la famille. Et finalement hier c'était un petit peu repos, c'était un petit peu jour du Seigneur pour moi, mercredi 28. Donc je reprends ça que maintenant, j'ai assez peu lu mardi, j'ai terminé la parabole du semeur hier et je vais y revenir parce que c'était une excellente lecture et que j'ai très envie d'en parler. Avant, je voulais vous dire, là on va repartir sur un rythme de vidéo un petit peu plus soft pour moi, dirons-nous. Je voulais juste revenir sur les vlogmas, j'ai été très contente de le faire, c'était pas toujours évident parce que ça demande quand même une certaine rigueur quand on sait qu'on a du contenu à poster quotidiennement, mais c'était intéressant parce que ça a fait en fait l'effet que je voulais, à savoir m'entraîner un peu au montage. C'est pas parfait, ça le sera pas tant que j'aurai pas un vrai logiciel de montage de toute façon, donc c'est pas grave, mais ça m'a quand même permis de m'entraîner, ça m'a permis de penser à des effets différents et essayer de faire un peu autre chose, même si c'est pas encore parfait, parce qu'on a vite tendance à rester dans ce qu'on connaît, ce qu'on sait faire, et pas toujours à expérimenter d'autres effets, d'autres trucs de montage, mais je vais développer ça au fur et à mesure. Et puis surtout, ça m'a permis de développer un peu le réflexe de filmer des choses du quotidien, ce qui est un peu l'intérêt d'un vlog, hein, n'est-ce pas? Parce que si c'est uniquement des points lecture, autant faire carrément que des points lecture et pas du vlog. L'intérêt du vlog, c'est un peu de montrer des trucs du quotidien plus ou moins intéressants, plus ou moins joliment montrés. Mais voilà, donc ça m'a permis un petit peu de développer ce réflexe et de voir les moments où je pouvais faire des trucs sympas et penser en filmant au montage que j'allais faire. Et c'était un petit peu l'objectif des vlogs. Je suis d'autant plus contente que j'ai eu quand même des retours plutôt gentils. Alors je sais que quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, eh bien tous les gens qui sont là, a priori, sont plus ou moins là volontairement, j'allais dire. Tout le monde est là volontairement, mais content d'être là. Et on est sur des communautés restreintes avec en général que des personnes sympas. Donc voilà, je ne m'attendais pas à des retours méchants, mais le fait d'avoir eu des retours gentils et encourageants, c'était trop chouette. C'est toujours... je pense que si vous créez un peu du contenu, ou si vous créez n'importe quoi, ou si vous produisez n'importe quoi, vous savez très bien que quand on fait quelque chose, on est rarement pleinement satisfait de ce qu'on fait. Et évidemment, c'est d'autant plus le cas quand on a un peu un challenge en termes de régularité de création, hein, puisque c'était du quotidien. Donc évidemment, je n'étais pas toujours satisfaite de ce que je produisais, mais j'ai eu des retours gentils et c'était encourageant et ça m'a donné envie d'essayer de faire ça mieux, même si on va plutôt partir sur du vlog hebdomadaire, mais de faire des vlogs hebdomadaires peut-être avec plus de, comment dire, toujours des points lecture, parce que c'est un peu l'intérêt, mais plus d'images entre deux, plus de montage, enfin voilà. Bref, ça c'était pour le côté on clôture les vlogmas pour cette année. Je suis bien contente d'avoir pris 3 jours de vacances entre guillemets de vidéos et de... Enfin 3 jours non puisque finalement lundi j'ai fait du montage. Mais bon bref, d'avoir pris quelques jours un peu où je n'ai pas filmé, ça fait du bien aussi. Et puis j'avais de toute façon pas beaucoup de temps pour lire de base, donc encore moins de temps pour filmer. Cependant, j'ai quand même réussi hier soir à terminer la parabole du semeur qui est ici, donc qui était la lecture commune du Patreon de Paper Palace de décembre. Je ne connaissais absolument pas Octavia Butler, peut-être de nom mais pas plus. Je ne connaissais pas du tout cet ouvrage qui est donc en 2 tomes. J'ai appris grâce à Paper Palace, encore une fois, qu'il y avait 5 tomes de prévus, mais malheureusement l'autrice est décédée pendant l'écriture de cette saga. Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une saga, mais bon bref. Et il n'y a donc que 2 tomes. Je lirai le 2e tome. Je suis évidemment très attristée de ne pas savoir la finalité de la réflexion de l'autrice, parce qu'on sent bien qu'elle veut aller quelque part et que derrière tout ça, c'est pas juste une histoire pour une histoire, il y a une réflexion sociologique, sociale, humaine, politique très importante. Mais bon, c'est déjà, je veux dire, rien que dans ce volume, même si ça se termine pas sur une véritable fin, point final, il y a déjà une histoire à part entière, et je sais que le tome 2, il y a une ellipse de temps, et on est un certain temps plus tard. Donc, ce sont des petites, des choses, des livres qui vont ensemble, mais qui sont des unités quand même un petit peu à part entière. Concernant le résumé, je vais vous la faire rapide, puisque j'en ai déjà parlé dans un vlog précédent. On va suivre le personnage de Lorraine, qui est au début du roman une jeune femme de 15 ans,
qui vit donc dans une société qui vit aux États-Unis, et la société est un petit peu partie à volo. On ne sait pas pourquoi, ça ne sera jamais exactement dit pourquoi, mais on peut sans peine imaginer toutes les raisons qui peuvent faire que ça parte en cacahuète à l'heure actuelle, que ça soit l'écologie, la politique, la surconsommation, etc. Et donc on est un petit peu, moi ça m'a vraiment fait penser un peu à l'ambiance The Walking Dead, si on remplace les zombies par des gens très pauvres qui vivent dans une misère absolus et qui n'ont rien à perdre, à tout faire pour survivre. En gros, ça serait un petit peu l'équivalent. Donc quand on démarre, ça fait déjà un certain nombre d'années que la société est telle qu'elle est, puisque tous les enfants ne connaissent que ça, que Lorraine, par exemple, qui a une quinzaine d'années, n'a, je crois, pas franchement de souvenir de ce qui s'est passé avant. Donc je pense que ça doit faire bien 10 ans, 10 ans, 15 ans que c'est comme ça. Et en fait, on est dans l'après-apocalypse, j'allais dire. C'est pas franchement une apocalypse, mais oui, en quelque sorte, c'est ça. Où bah, la société se réorganise comme elle peut, et les gens, surtout, survivent et s'organisent comme ils peuvent. Donc, Lorraine a la chance et le privilège de vivre dans une communauté un petit peu fermée et protégée par ses membres. Donc, vous imaginez une ville qui serait, comme toutes les villes, découpée en quartiers, et certains quartiers ont bâti des murs autour de leur rue pour se protéger de ce qu'ils appellent l'extérieur. Et c'est dans une de ces micro-communautés que vit Lorraine, où les gens ont encore un petit peu d'argent parce que certains travaillent encore parce qu'ils ont des diplômes et qu'ils peuvent continuer à travailler même si c'est très mal payé, où les gens, chacun fait ce qu'il sait faire, donc cultive des légumes, a une activité, que ce soit purement pratique, comme la couture ou que sais-je, ou que ce soit élever des animaux, enfin voilà. C'est vraiment une micro-société où tout le monde partage, échange, se vend les choses et s'entraide surtout. Parce que l'extérieur, c'est vraiment le caca absolu, hein. Je veux dire, on la voit dès le début, à un moment, elle doit sortir de son quartier, et on ne sort déjà que le matin tôt quand il fait jour, et parce que c'est l'heure où sont couchés ceux qui sont les plus dangereux puisqu'ils se couchent à l'aube, et on rentre le plus vite possible, on ne s'arrête pas, on ne se déplace pas à pied, mais soit si on est très riche de manière motorisée, sinon à vélo, et surtout on ne regarde pas ce qui se passe sur les bas-côtés parce que c'est pire que la jungle concrètement. Voilà, donc ça c'est un petit peu le contexte de l'histoire. On a un accès très limité à l'eau, il ne pleut quasiment jamais, donc l'eau il faut l'acheter, elle coûte très cher, beaucoup plus cher que l'essence, c'est précisé. On a un accès à la nourriture qui est assez réduit, on cultive le plus qu'on peut parce que la nourriture coûte très cher. L'accès aux médicaments, etc. est très restreint, il faut de l'argent, c'est pas évident. L'accès à l'électricité, à Internet, etc. pareil, coûte assez cher. Donc en général, dans une communauté, il y a une ou deux personnes qui possèdent un ordinateur ou une télévision ou une radio, et on fait avec. Et surtout, on vit sous la menace un petit peu constante des agressions de l'extérieur. Forcément, les gens qui n'ont rien essaient d'une façon ou d'une autre de venir voler et de venir prendre ce qu'ils peuvent pour survivre, soit le revendre, soit le consommer. Voilà. Lorraine, dès le début du roman, s'attend à ce que ça ne dure pas, et à un moment ou un autre, il y a une catastrophe qui se produise et que sa communauté soit explosée. Donc dès le début, elle essaye de prévenir un petit peu les autres en disant que ça coûte rien de se préparer, de s'instruire en lisant des bouquins de survie, des bouquins sur les herbes de la région, enfin voilà, tout ce qu'on peut lire, mettre des semences de côté, en préparant un sac à prendre très rapidement s'il faut s'enfuir. Elle pense aussi à trouver un point de ralliement si la communauté est attaquée, ou pourraient-ils se retrouver tous à l'extérieur. Malheureusement pour elle, personne ne l'écoute, tout le monde la considère un petit peu comme un oiseau de mauvais augure. Je pense principalement parce qu'ils ont peur, hein, concrètement, et qu'ils n'ont pas envie de s'attirer le mauvais œil, si on peut dire ça comme ça. Et le seul qui la croit et qui l'écoute, c'est son père étant le pasteur, mais il ne veut pas effrayer les autres, et il est un petit peu pris entre deux eaux, c'est-à-dire faire vivre la communauté au quotidien, qui est quand même le plus important, et en même temps essayer de prévoir un futur qui est un petit peu imprévisible. Bref, c'est un peu la base de toute l'histoire. Il va y avoir évidemment un point de rupture, vous l'imaginez bien, et ensuite toute une nouvelle aventure va démarrer pour Lorraine et plein d'autres personnages. Je ne vais pas trop vous en dire plus sur le résumé, je vous laisserai découvrir. Ce que je peux vous en dire en revanche, c'est que
une première partie du roman qui se passe dans la communauté. J'ai vu qu'il y avait des retours qui disaient que c'était un petit peu long à se mettre en place. Moi, personnellement, j'ai bien aimé découvrir cette communauté, son fonctionnement, parce que dès le début, en fait, on a un œil un petit peu acéré sur ce qui se passe dans la communauté, c'est-à-dire que d'une part, les gens s'entraident, sont là les uns pour les autres, mais en même temps, il y a un peu ce truc où on ferme les yeux sur ce qui se passe chez les voisins, où on s'aime pas forcément, mais on est bien obligé de faire avec. Enfin, voilà, il y a déjà un petit peu un œil sociologique ou social qui est posé sur cette communauté de la part de Lorraine, qui est une jeune fille qui est très mature pour son âge, vraiment très mature. C'est pas une adolescente de 15 ans comme on peut en voir dans les romans contemporains. Et quelque part, c'est très logique puisqu'elle vit des choses très difficiles qui poussent à grandir plus vite qu'il ne le faudrait pour survivre. Donc moi j'ai bien aimé cette première partie qui était lente pour certains, pour moi qui était très intéressante. J'attendais évidemment le moment où ça allait casser et je voulais savoir comment, pourquoi et où ça allait mener, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé toute la partie à l'intérieur de la communauté. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il y a pas mal de thématiques, qui sont traitées par l'autrice et qui sont d'actualité finalement. On retrouve notamment tout ce qui va être autour de la religion, puisque je vous l'ai dit dans le précédent vlog, Lorraine n'est pas du tout croyante au sens peut-être courant où on l'entend. Elle a une religion qui serait, en fait, qu'elle se crée en gros. C'est même pas, est-ce qu'on peut dire une religion? C'est pas franchement une religion, c'est plutôt des croyances et une idéologie qu'une religion à proprement parler. Et elle se la crée toute seule en fonction de ce qu'elle vit et de ce qu'elle est et de ce qu'elle pense et de ses analyses. Et évidemment, elle ne peut pas en parler puisque vous imaginez bien que tous les anciens, entre guillemets, se raccrochent à tout ce qui est la religion classique. Donc plutôt aux États-Unis, ça serait plutôt protestante, avec toutes ces variantes baptistes et compagnie que je ne connais pas très bien, voilà. Mais elle ne peut pas en parler. Ceci dit, elle écrit un journal où elle parle de toutes ses idées, où elle met à plat cette espèce de Bible qu'elle écrit elle-même. Et nous, en fait, ce qu'on suit, c'est ça. C'est un petit peu... c'est son journal intime, donc c'est une narration à la première personne que j'ai beaucoup aimée, parce que on voit du point de vue de Lorraine et que ça crée une forte... comment dire, ça crée vraiment quelque chose de très particulier parce qu'il y a ce qu'elle décrit de manière très froide de ce qu'elle voit, et il y a ce que nous on ressent en tant que lecteurs qui vivent encore a priori dans une société quand même un peu moins violente malgré tout. Et effectivement, la froideur de Lorraine peut être très déstabilisante, même si on comprend pourquoi, même si on comprend que ce sont des choses qu'elle voit malheureusement trop couramment, et même si, bien évidemment, elle n'approuve rien de tout cela. Effectivement, elle a un regard beaucoup plus dur que nous sur ce monde dans lequel elle vit et sur ce qu'elle voit. C'est aussi une manière de se protéger, très très certainement. Mais voilà, c'est vraiment très intéressant, à la fois la narration et à la fois son idéologie, ça porte à réfléchir. Autre thème traité, il y a Dieu hors religion, puisque c'est deux choses différentes, la religion et Dieu. Il y a tout ce qui va être politique, il y a tout ce qui va être violence, notamment violence policière, puisque la police, dans son univers, dans son monde à elle, n'est plus la police telle qu'on la connaît, quelque part si, quelque part non, c'est-à-dire que, ils font un peu ce qu'ils veulent, ce qui est plus ou moins le cas, surtout aux États-Unis, mais en même temps, ils sont pires que ce qu'ils sont maintenant, puisque là, ils peuvent s'approprier ce qu'ils veulent, ils peuvent tabasser qui ils veulent, ils peuvent voler qui ils veulent, et ils servent qui ils veulent, à savoir, évidemment, les plus riches qui peuvent les payer. La police est en fait plus une milice qu'une police dans cet ouvrage, mais je pense que l'autrice ne s'est pas inspirée de rien du tout, et je pense qu'elle a vu ce qu'elle vivait à l'instant T avec la police, et notamment envers les individus qui ne sont pas blancs et riches, et qu'elle a imaginé ce qui se passerait si demain le monde se cassait la figure, et c'est pas joli. Hein. Donc on va parler d'impunité policière, on va beaucoup parler d'éducation aussi, puisque comme c'est la catastrophe, toutes les personnes qui n'ont pas des parents instruits et qui ne vivent pas dans une communauté n'ont pas appris à lire, n'ont pas appris à écrire, ne font évidemment pas d'études. Déjà, Lorraine, qui est instruite, ne fait pas franchement d'études. Et qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, de manière directe, ça entraîne déjà l'impossibilité de s'instruire par soi-même ensuite. Quand on ne sait pas lire, on ne peut pas lire des bouquins, évidemment. Ça entraîne donc, parce que pour Lorraine, c'est très important, l'impossibilité d'accéder à des ouvrages qui peuvent vous permettre de survivre. Typiquement, elle parle d'un bouquin sur les plantes qu'on peut consommer dans la nature ou comment les consommer. Et aussi, ça a créé beaucoup, j'allais dire de chômage, mais enfin là, on n'est même plus au stade du chômage. Ça a créé beaucoup de gens qui ne peuvent pas trouver d'emploi parce qu'ils n'ont aucune qualification et que dans un monde où toute la main-d'œuvre est quasiment gratuite puisque la plupart des gens n'ont pas de diplôme, être un de plus, un de moins,
Voilà. Donc concrètement, les gens sont employés et sont rémunérés en nature. Donc on les nourrit, on les loge. Du moins, on décompte ça de leur salaire. On leur file, s'ils ont de la chance, des bons d'achat pour aller à l'épicerie du coin. Et on s'arrange pour les endetter de plus en plus, pour les faire travailler toujours plus de manière gratuite et éventuellement prendre leurs enfants et exiger qu'ils travaillent gratuitement, voire les vendre. Voilà. Donc on est vraiment dans un monde... voilà, c'est vrai, c'est affreux. Et toutes ces réflexions... En fait, si vous voulez, tout ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est affreux, mais on voit bien les points de départ dans notre société à nous, ce qui existe déjà, et comment ça peut évoluer. Et c'est ce que propose Octavia Butler, c'est prendre ces choses qui existent à l'heure actuelle, et qu'est-ce qui se passe si demain, eh bien, c'est la catastrophe naturelle, c'est la catastrophe écologique, et on est tous un peu livrés à nous-mêmes. Donc vous l'aurez compris, nous sommes plutôt dans une dystopie adulte, une dystopie qui ne ressemble en rien à toutes les dystopies young adulte et enfin voilà type Divergente et compagnie qu'on peut voir. C'est une dystopie qui est très proche de notre réalité, qui peut être difficile à lire parce que ça peut être effrayant. Si on est un petit peu angoissé par tous ces sujets, ça peut être très angoissant. Il y a énormément de trigger warning en tout genre, vous l'imaginez. Je pense qu'il n'y a pas un trigger warning qui n'existe pas dans ce livre, ou alors je ne vois pas lequel, mais voilà. Voilà, je vais pas trop en parler plus. Je pense que vous aurez compris que j'ai adoré cette lecture. C'est très bizarre à dire parce que c'est une lecture qui est profondément violente et affreuse, mais j'étais bien dans ce livre, j'étais bien avec Lorraine, j'avais envie de la rejoindre et de suivre sa vie, son évolution. Plusieurs années se passent pendant le livre, on n'est pas sur un temps très court, on est plutôt sur un temps long. Et, euh, et oui, j'étais bien avec Lorraine, j'aime beaucoup le personnage de Lorraine, on peut lui reprocher d'être froide, d'être dure, peut-être, mais elle est en fait très adaptée à son milieu, elle est très adaptée à l'univers dans lequel elle est, et oui, c'est dur, c'est cruel, mais il y a un moment où il faut survivre, et c'est ce qu'elle fait, du mieux qu'elle peut. Voilà. Dernier point que j'aborde avant de vous laisser, c'est tout l'aspect, et Pepper Palace en a parlé dans la vidéo qu'elle a mis sur son Patreon, et effectivement, j'étais tout à fait d'accord avec elle, et ça m'a donné l'idée d'en parler également, tout l'aspect relation humaine, plutôt positif cette fois. On va retrouver dans ce livre des histoires d'amour, on va retrouver des histoires d'amitié, on va retrouver voilà, toutes ces choses-là. Et je suis d'accord avec Pepper Palace quand elle dit que, en général, ça n'a pas sa place. Et pourquoi? Et elle l'analyse très bien. Je ne sais pas si j'aurais su mettre les mots dessus. C'est parce que les trois quarts des dystopies, on est au moment où tout se casse la figure. Et qu'au moment où tout se casse la figure et qu'on doit s'adapter à tout ça, effectivement, je pense que les relations amoureuses ne sont pas la priorité. Là, on est dans un monde qui est déjà installé et évidemment, l'humanité, comme tout le règne animal, eh bien, cherche à s'adapter et une des manières eh bien, de survivre, c'est les relations amoureuses, les relations humaines, c'est créer des liens et c'est très bien fait. C'est vraiment très bien fait parce qu'on trouve différents types de relations, des relations qui vont être purement d'amitié, des relations qui vont être purement d'amour familial, d'amour fraternel, des relations qui vont être purement physiques, des relations qui vont être profondément sentimentales. Et en fait, tout ça, c'est la vie, concrètement. C'est ça la vie, et c'est très intéressant, très intelligemment traité, et j'étais vraiment intéressée par tous les aspects de cet ouvrage, même les plus terribles. Je vais sans aucun doute lire la suite qui est, je retiens pas les noms en ce moment, j'ai du mal. La suite c'est la parabole des talents je crois, qui se passe quelques années plus tard, donc je vous en reparlerai. Je vous invite, si vous n'êtes pas trop sensible à tous ces sujets, si vous n'êtes pas, profondément blessé, et si ça ne vous fait pas du mal de lire des descriptions de violences extrêmes, ou si vous, voilà, de lire cet ouvrage, de vous plonger dedans et de lire Octavia Butler, parce que je pense qu'elle a beaucoup de choses à apporter. Bref, je vous laisse pour ce point lecture qui était très très long, parce que c'est un livre que j'ai vraiment énormément aimé. Je vais pas forcément trop lire dans l'après-midi, j'aurai pas forcément trop le temps, donc je ne sais pas encore. Je pense que je vais, je sais plus où je l'ai mis. Je pense que je vais terminer Les Enfants de Poussière, le tome 1, j'en suis à un tiers, il faut vraiment que je termine et que je le rende. Et puis je pense aussi lire des graphiques, mais je reviendrai vous parler plus tard ou demain, on verra bien. Voilà, c'est déjà pas trop mal pour aujourd'hui. Sur ce, donc je vous laisse, je vous dis à plus tard pour un nouveau point lecture éventuellement, ou autre chose, je ne sais pas.
tous, nous sommes vendredi, je viens de filmer une vidéo achat de décembre, il y en a quelques-uns, pas tant que ça mais quelques-uns, et puis je reviens pour parler un petit peu de là où j'en suis. Vous l'avoir montré dans les images, j'ai repris la lecture de L'enfant de poussière de Patrick K. Donné. Bref, je en fait l'ai pas du tout avancé parce que comme je compte aller à la médiathèque cet après-midi, je me suis dit qu'il fallait que je lise vraiment les mangas pour les ramener. Hier j'ai lu ces 3 mangas, donc il y a le tome 5 de Blue Period, il y a le tome 4 de Minuscule et le tome 6 de L'Atelier des Sorciers. Voilà, je vous en parle assez rapidement. Dans le tome, donc dans Blue Period, je vous en ai déjà parlé, je vais pas vous refaire le résumé, si à chaque fois je le refais, on va pas s'en sortir. Donc là, on a passé la première épreuve du concours d'entrée je sais plus comment ça s'appelle, c'est la fac d'art de Tokyo. Et on est en fait entre les deux épreuves, en fait si vous voulez, à la fin de la première, il y a l'admissibilité, ce qui en France c'est l'admissibilité, et si on est admissible, on a la deuxième épreuve, et donc là on est sur ce laps de temps entre la première et la deuxième. C'est assez intéressant parce qu'on voit la réflexion du personnage sur comment s'améliorer en peinture, et c'est pas juste de la pratique et de la technique, il y a beaucoup, tout ce qui va être l'observation, tout ce qui va être l'expérience, tout ce qui va être aussi le naturel en fait, le fait d'être naturel quand on crée. Bref, c'était vraiment pas mal, j'aime de plus en plus, même si toujours ce problème avec le personnage qui est transgenre parce que je n'arrive pas à définir si c'est vraiment une maladresse de l'auteur ou l'autrice concernant la transidentité ou si le personnage choisit volontairement de s'appeler travesti et bref, il y a vraiment pour moi un gros cafouillage autour de ça, j'arrive pas à définir, j'ai l'impression que c'est une maladresse de l'auteur. Bref. Mais sinon, c'est une bonne lecture. J'ai lu le tome 6 de l'Atelier des Sorciers, c'est toujours aussi bien, j'ai envie de savoir la suite, je pense emprunter s'il est disponible le tome 7. On est arrivé cette fois-ci à l'Académie de Magie, donc là où il y a tous les grands mages et où sont formés la plupart des magiciens. On est sorti donc de ce qui s'était passé précédemment dont je vous ai parlé. Et donc on est dans un temps un petit peu plus de pause, où il n'y a pas trop d'action à proprement parler, mais où on va développer les relations entre les personnages, on va apprendre des choses sur le maître sorcier de Coco. On va découvrir l'académie qui est un endroit pour Coco qui est magique bien évidemment, et puis où elle va devoir faire quand même quelques choix, et bref, c'était vraiment un très bon tome, j'ai beaucoup aimé, et j'ai très envie de savoir la suite. Et enfin, concernant Minuscule, je suis toujours aussi fan de Minuscule pour plein de raisons. Déjà d'une parce que c'est tout doux et vraiment tellement réconfortant, tellement mignon, mais aussi parce que je trouve et j'ai l'impression qu'il y a un très grand respect des personnages entre eux. Quand un personnage veut être seul, on ne le force pas. Quand un personnage... Enfin, il y a vraiment un très grand respect de la vie des personnages, de leur manière d'être et de vivre. Et je trouve ça très intelligent. Et je pense que tous les enfants devraient avoir la chance d'avoir ce genre d'ouvrage entre les mains où on respecte autrui, où la vie simple est prônée. Alors je dis pas qu'il faut forcément mener une vie simple dans la forêt, mais c'est bien aussi de se rappeler que c'est possible et qu'il y a plein d'avantages à ça, à avoir des moments en tout cas de vie simple, et des moments où tout ce qui compte ça va être le moment partagé avec des amis. Et bon bref, voilà. Je vous recommande vraiment Minuscule, je vous assure que c'est vraiment une très bonne lecture. C'est très intelligent, c'est très doux, c'est très beau. Lisez-le, faites-le lire à vos enfants, sans souci vous pouvez. Voilà, donc ça c'était pour mes mangas que je vais ramener, mais j'ai attaqué un autre livre, je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, je sais plus où je l'ai mis. Bref, j'ai attaqué Amari, le bureau des affaires occultes, je crois. Pourquoi? Parce que c'est du jeunesse, ça se lit extrêmement vite, et que là j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu léger, après avoir lu La parabole du semeur, qui, même si j'ai adoré, était quand même assez dur. Ça va se lire vite, ça va se lire bien, je vais pouvoir passer à autre chose. D'ailleurs, c'est tellement jeunesse que ça me fait un petit peu bizarre, parce que vraiment les choses se passent limite trop vite, mais j'ai lu peut-être 5 chapitres, donc je vous en reparlerai plus tard. Pour l'histoire, on suit le personnage d'Amari, qui est une jeune fille noire, et qui jusque-là était scolarisée dans un collège assez huppé parce qu'elle avait une bourse, mais en fait les autres élèves qui sont ouvertement racistes la poussent à commettre des choses un peu irréparables, et elle va bousculer l'une d'entre elles et elle va avoir des problèmes avec son collège. Et en parallèle, on va avoir son frère qui a disparu et qu'elle voudrait retrouver, qu'elle fait tout pour retrouver, et qui va se manifester d'une façon un petit peu étrange, un petit peu bizarre.
Et une chose en entraînant une autre, elle va se retrouver à aller au bureau des affaires occultes et à découvrir un petit peu cet univers où personne ne parle ouvertement de son frère, mais où elle sait qu'il l'a travaillé et probablement disparu. Voilà. Donc, je vais pas plus m'étendre parce que c'est l'heure de manger, que j'ai faim, que les enfants s'impatientent et qu'il est vraiment, vraiment temps pour moi de m'occuper d'eux parce que j'ai filmé quand même une vidéo, c'était long. Je vous reprendrai soit ce soir pour un petit point concernant Amari, soit demain, je ne sais pas. Je vous ferai des petits plans un peu de ma journée et notamment de la médiathèque où je dois vraiment aller pour ramener eh bien, mes mangas et Capitale du Sud ainsi que quelques jeux de société qu'il est temps de ramener maintenant. Et puis voilà. Allez, à plus tard. On se retrouve un peu plus tard dans la journée, on est toujours vendredi, je suis allée à la médiathèque comme vous avez dû, je pense, le voir dans les images. J'ai emprunté 4 livres que je ne vais pas présenter en biblio-haul parce que j'en ai déjà 2 en route et que... bah la flemme en fait. Voilà. Donc je vais vous les montrer là vite fait, ça fera très bien l'affaire. Alors, j'ai emprunté le livre de colis de M.R. Carré dont j'ai entendu parler en bien. Ça fait genre 2 mois que je l'ai réservé, je sais pas ce qu'en a fait la personne. Très franchement, je me demande si il n'est pas neuf et qu'en fait la personne l'a pas perdu et remplacé parce qu'il a l'air tout neuf. Donc voilà, bon bref, je sais pas. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle et évidemment, vous vous en doutez comme toujours, on verra bien. J'en avais eu des retours dithyrambiques sur Instagram, donc on verra. Ensuite, j'ai emprunté La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Pareil, pourquoi? Parce que je suis un petit peu... J'ai très envie de lire du Tracy Chevalier. Donc voilà, celui-là me tentait bien. Les autres étant dans des périodes plus récentes, ça m'intéressait un peu moins. Mais je finirai sûrement par y venir à force de lire tous ces livres qui se passent dans un lointain passé. J'y viendrai sûrement. Je sais que Tracy Chevalier se lit vite, donc voilà. Ensuite, j'ai emprunté Sirius de Stéphane Servant parce que c'est la lecture commune de l'Explora Livre de janvier. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. Franchement, je sais pas pourquoi je le voyais petit. Après, c'est écrit assez gros. Mais ouais, je sais pas, je le voyais beaucoup plus petit. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je le lis parce que c'est la lecture commune de l'Explora Livre et je me dis que ça peut être bien. Je l'ai vu passer plusieurs reprises, mais je voulais pas l'acheter. Il était à la médiathèque, donc ça tombait plutôt très bien. Voilà. Il y a aussi une lecture VO qui doit être Les liens du sang d'Octavia Butler, je crois. Que je lirai en VF parce que flemme de lire en VO concrètement, j'ai toujours pas attaqué celui de là pour décembre, donc voilà. Enfin, dernier livre que j'ai emprunté, c'est Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko, pardon. Parce que, eh bien, The Riddler en a fait une critique, encore une fois dithyrambique, et que Plop va le lire et que je me suis dit que c'était l'occasion de se faire une lecture commune. C'est une pavasse, je ne sais pas comment on va s'organiser. Enfin, on a lu Cuchiel, donc tout est faisable. Hein. Mais voilà, je sais pas du tout si je vais aimer parce que, en fait, l'histoire, quand je l'ai entendu résumer, m'intéressait pas tellement. Mais si j'ai bien compris, c'est pas tant l'histoire en soi que la manière dont c'est traité et dont le sujet est traité. Donc, à voir, je ne sais pas. Voilà, donc on est sur 4 emprunts médiathèque, en sachant que j'en ai encore à terminer. Je vais terminer là ce week-end à Marie pour sûr. Je vais bien avancer, je l'espère, l'enfant de poussière parce que, a priori, lundi on commence Vita Nostra. Donc il faut quand même que je sois un petit peu allégée, on va dire, en termes de lecture. Et puis dans les lectures communes prévues, on a les Chroniques de l'érable et du cerisier à lire, le tome 2 avec The Riddler.
C'est pas prévu pour la semaine prochaine, donc je l'ai pas emprunté. On verra, on en reparlera peut-être à partir de mercredi. Bref, voilà. Donc c'était ça, c'était tout pour la journée d'aujourd'hui, qui est un petit peu fatigante, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Bah voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouve peut-être ce soir, peut-être demain, je ne sais pas encore. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Alors on se retrouve pour un petit point lecture en ce samedi 31 décembre. J'ai des trucs à vous dire concernant les lectures et puis je ne sais pas encore si je vais clôturer aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas poster aujourd'hui parce que je sais pertinemment qu'en postant un samedi 31 décembre en fin de journée, personne ne sera dispo, ça n'a pas d'intérêt. Donc je le mettrai demain midi à mon avis. Peut-être que je clôturerai demain, on va voir. Vu que je ne fais rien de particulier pour cette journée qui n'a rien de particulier à mon sens. Hier soir, j'ai terminé Boudica de Jean-Laurent Del Socorro dont je vous avais parlé à plusieurs reprises. Je vous remets l'image ici parce que je l'ai lu sur liseuse. Donc l'histoire, en gros, je vous en ai déjà un petit peu parlé précédemment, on va suivre Boudica qui est une reine Icène, qui est donc une tribu, un peuple d'aujourd'hui l'Angleterre anciennement appelée Britannia. Et on va suivre en fait l'histoire de Boudica, de sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, voilà, ça c'est en gros l'histoire. Moi, je connaissais l'histoire, la vraie, entre guillemets, histoire avec un grand H de la vraie reine Boudica, que j'avais vue un petit peu quand j'étais à la fac, bien qu'on ait assez peu de sources, puisque c'est une époque assez lointaine et que finalement les seules sources écrites qu'on a sont celles laissées, les traces laissées par les Romains. Donc encore une fois, c'est un peu sujet à caution, mais soit. Pour moi, on allait suivre en fait l'histoire de Boudica qui se révolte pour venger ses filles, qui ont, voilà, je pensais qu'une avait été enlevée, mais peut-être pas en fait, peut-être qu'elles ont été violées par les Romains. Je me souviens plus de l'histoire officielle, mais peu importe. Au final, Jean-Laurent Del Socorro fait le choix de construire véritablement le personnage de Boudica en le traitant dès la naissance, puisque quand elle naît, sa mère meurt et qu'évidemment ça marque sa vie d'enfant autant par l'absence de sa mère que par un petit peu la rancune qu'a son père envers elle, bien qu'elle n'y soit pour rien, hein, concrètement. Et puis on va vraiment traiter son évolution de la naissance jusqu'au moment où on arrive à ce fameux point de rupture avec les Romains. On sent bien dans le livre que l'auteur s'est beaucoup documenté, à défaut d'avoir pu beaucoup se documenter sur Boudica puisqu'il y a assez peu de sources, il s'est beaucoup documenté sur toute la civilisation de Britannia, je sais pas comment on dit, la civilisation britannique peut-être on dit, bref. On sent bien qu'il a beaucoup étudié tout ce qui était croyance, tout ce qui était la place des druides, tout ce qui était rapport à la guerre, les armes utilisées, les techniques de combat. On sent bien qu'il s'est renseigné sur la place des femmes aussi au sein de ces sociétés qui étaient extrêmement différentes de la place des femmes au sein de la société romaine et en fait ce qu'on connaît plus finalement puisque on ne connaît que très peu la place des femmes au sein des sociétés antiques, gauloises, britanniques, germaines, etc. Parce qu'effectivement, autant on connaît très bien la société romaine et la société grecque, etc., parce qu'on a beaucoup d'écrits, autant tous les peuples antiques, gaulois, germains, etc., avaient très peu d'écrits, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais toutes les connaissances des druides se passaient à l'oral et n'étaient pas écrites. Donc, forcément, tout ce qu'on en sait, c'est ce que les Romains ont écrit lors de leur campagne
d'invasion. Et bon, bref, ça fait assez peu de sources. Mais en tout cas, ici, on apprend plein de choses et c'est très intéressant. Concernant le personnage de Boudica, moi j'ai beaucoup aimé la manière dont elle était traitée. Alors évidemment c'est très 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 largement romancé, c'est totalement l'imaginaire de Jean-Laurent Del Socorro qui crée ce personnage, on n'a aucune idée de comment elle était, on a des descriptions, il me semble qu'on a une description physique peut-être d'un des gouverneurs romains qui était sur l'île de Bretagne à l'époque, mais c'est assez peu de choses finalement. Mais il en fait un personnage que je trouve très intéressant parce que on voit la construction un peu psychologique de cet enfant qui est un petit peu délaissé par son père, qui est avant tout un roi, un guerrier, et qui a perdu sa femme et qui s'occupe assez peu de sa fille, et qui elle est beaucoup élevée par à la fois sa garde du corps suivante, qui est une guerrière, qui est une femme guerrière, et par le druide Pridin. Et toutes ces choses construisent le personnage d'une façon très intéressante puisque elle a beaucoup de mal à exprimer ses émotions, ses sentiments, elle le dit à plusieurs reprises et elle est omnubilée par la guerre et par le fait d'être une reine guerrière parce qu'elle estime que son peuple est un peuple guerrier et que la paix et comment on pourrait dire, les accords entre les Romains et les peuples de Britannia ne lui conviennent pas. Donc le roman est découpé en 3 parties, on va la suivre d'abord plutôt enfant, ensuite on va suivre plutôt une partie une fois qu'elle se marie et qu'elle devient adulte, et la troisième partie, ce sera plutôt la fin et le moment de la révolte. Si je me trompe pas, j'ai pas pris une note donc je pense que c'est ça, c'est en tout cas plus ou moins ça. Et la construction psychologique du personnage, moi, m'a intéressée, c'est une narration à la première personne, c'est elle qui raconte tout ça, et effectivement, c'est un style qui est très simple, qui est très épuré, où il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a même pas, je pense, de figures stylistiques complexes, mais c'est très cohérent avec le personnage qui est Boudica. C'est une femme guerrière, ce n'est pas une femme de mots, elle le dit régulièrement, on le sent, c'est bien fait. Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin... autant je peux apprécier la belle écriture, autant je peux apprécier les fioritures entre guillemets, autant j'apprécie aussi énormément les styles très simples qui disent beaucoup de choses sans avoir beaucoup de figures à mettre par-dessus quoi. Donc moi ça m'a bien convaincue, ça m'a bien plu, j'ai beaucoup aimé Boudica, effectivement elle est très froide, effectivement elle a beaucoup de défauts, elle a aussi beaucoup de qualités, elle est entière, elle est honnête, elle est courageuse, elle sait reconnaître les moments où elle va être lâche parce que tout le monde est lâche à certains moments, c'est la nature humaine. Elle reconnaît aussi ses erreurs, même si au début, plus jeune, elle est très orgueilleuse, elle a du mal, mais elle évolue. Elle se rend compte de là où elle ne fait pas ce qu'il faut. Elle a un rapport avec son mari qui est très intéressant, puisqu'elle a été mariée à un homme qui était lui-même roi, il me semble, je ne sais plus très bien, et qu'elle n'aime pas, mais pour qui elle a beaucoup d'affection et en qui elle reconnaît certaines valeurs. Bref, tous ces rapports sont très intéressants. Moi, j'ai bien aimé Boudica, enfin le personnage en lui-même, qu'elle soit froide, qu'elle soit distante, qu'elle soit dure, ne m'a pas dérangée parce que ça me semble tout à fait cohérent avec eh bien, le contexte, tout simplement, et avec eh bien, le début de vie de ce personnage. Autre point que je voulais aborder. J'ai été très étonnée que finalement l'histoire de la révolte des peuples, des clans, prennent si peu de place finalement dans le livre, puisque c'est le point culminant de l'histoire avec un grand H, et qu'ici ça arrive vraiment à la toute fin. C'est assez étonnant, mais c'est un passage qui est vraiment, je trouve, bien que court, très très fort, vraiment très fort en termes d'émotion, de ressenti. Moi je l'ai vraiment vécu de manière très forte, parce que c'est un moment très dur, en fait, le point de rupture, ce qui va se passer et pourquoi elle va mener une révolte, c'est vraiment très dur, mais c'était peut-être justifié par... Comment dire? En fait, je pense que même si ce que les Romains font en soi est un motif de rébellion, je pense que tout le fait d'avoir construit le personnage pendant toutes ces pages explique d'autant mieux ce qui se passe, la réaction et où ça mène. Et puis finalement, comme Boudica meurt suite à cette révolte, si on avait fait un livre que sur ça, je vois pas très bien où ça aurait... Enfin, en tout cas, combien de pages ça aurait fait, et ça aurait été trop long, en fait. Il aurait fallu trop délayer, et c'était pas l'important de la chose. Bref.
Qu'est-ce que je peux ajouter aussi? On a un petit clin d'œil à la légende arthurienne que j'ai trouvé fort sympathique, avec l'épée dans le lac, je vous laisserai découvrir. J'ai trouvé ça drôle parce que finalement on pourrait considérer quelque part que Boudica est une lointaine ancêtre d'Arthur, hein, puisque bah, elle est du coin, et voilà. Et c'est d'autant plus intéressant que eh bien, Jean-Laurent Del Socorro met vraiment en avant les femmes, et pas que Boudica justement, parce qu'il y a beaucoup de femmes guerrières, parce que la meilleure guerrière c'était sa mère, parce que Boudica est sauvée à plusieurs reprises par Isbal qui est donc sa garde du corps, nourrice, enfin je sais pas trop comment dire, mais voilà, parce que les relations ne sont pas hétéronormées, que c'est considéré comme normal dans cette société et que c'est un très bon point et qu'il remet à leur juste place les femmes dans la société de l'époque et sur cette île et dans ces clans. Et c'est bien clairement dit que ce n'est pas du tout le cas des Romains qui laissent les femmes, d'ailleurs ça étonne Boudica, qui laissent les femmes à Rome et que les femmes sont un peu un peu ce qu'on connaît en fait, hein, je veux dire, et qui a fait l'histoire ensuite, c'est-à-dire des petits bijoux qu'on laisse dans leur petit écrin et que surtout il ne faut pas regarder, toucher, froisser, enfin voilà. Ce qui n'est pas du tout le cas des femmes dans les clans et c'est très plaisant à lire. Je ne sais pas dans quelle mesure Jean-Laurent Del Socorro a exagéré ses traits. Est-ce que vraiment les femmes avaient une place aussi importante ou est-ce qu'il l'a étiré au maximum pour... voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'était plaisant à lire. Boudica a des relations, enfin a une relation avec une autre femme qui est très intéressante, qui est une très belle histoire. Je vous laisserai découvrir ça. Et puis voilà, j'ai pas énormément de choses à en dire parce que finalement c'est assez court, que comme je vous dis, il n'y a pas beaucoup de, l'histoire en elle-même est assez simple et se porte toute seule. Il y a pas de grandes analyses à mener sur tout ça. On peut comparer l'histoire avec un grand H et l'histoire avec un petit H si on veut, mais comme je vous dis, il y a assez peu de sources, donc il a pris ce qu'on en savait et il en a fait ce qu'il en voulait. On n'aime pas. Après, c'est vraiment, ça dépend des attentes qu'on a en ouvrant ce livre. On est dans de la... Jean-Laurent Del Socorro, en général, il écrit plutôt de la fantaisie historique. Là, l'aspect fantastique est quasiment inexistant. Ça, très très peu, quoi. Vraiment, il y a une toute petite pointe par rapport aux druides et aux dieux, mais très peu. Et c'est pas pour autant déplaisant, ça ne m'a pas dérangé. J'ai très envie de lire d'autres livres de Jean-Laurent Del Socorro parce que, eh bien, comme je l'ai dit plein de fois, j'adore tout ce qui est roman historique, donc fantaisie historique à plus forte raison. Voilà, donc bref, tout ça pour dire que c'était une très bonne lecture, que j'ai beaucoup aimé le personnage, tous les personnages, que j'ai trouvé que c'était intelligemment fait, que ça se lit très bien, que c'est intéressant, qu'on apprend quand même des choses, et que moi je me suis attachée à ce personnage de Boudica qui est très renfermée, qui est très froide, qui est comme elle est, mais en fait elle est comme elle est, voilà, justement. Et moi ça m'a bien plu. Bref, on referme la page Boudica. C'était une de mes lectures, je crois, du Cold Winter, donc je vais pouvoir valider ça. J'en ai validé, je crois, à l'heure actuelle 2 ou 3 sur ce que j'avais prévu, mais peu importe. Soit. Ensuite, j'ai bien attaqué à Marie, je l'ai même, on peut dire, presque terminé. C'est un jeunesse, ça se lit très bien, très vite. J'aurais adoré découvrir ça à 13 ans, je pense. Ça aurait été sûrement un de mes romans préférés de tous les temps parce que c'est hyper immersif, parce que ça a un côté Harry Potter assez marqué. Il y a plein de clins d'œil, moi je pense en tout cas à Harry Potter, autant dans le traitement du bureau des affaires surnaturelles qui ressemble vachement au ministère de la magie, autant par certains, comment dire, certaines sections de ce bureau qui ressemble à certains ministères du ministère de la magie. Enfin voilà, il y a plein de clins d'œil à Harry Potter, même en termes de personnages, de structure des personnages. Le grand plus pour moi à cette histoire, c'est que on suit une jeune fille noire qui vient d'un quartier HLM, qui a déjà expérimenté à l'âge de 12 ans, je disais que c'était une jeune fille, mais en fait c'est encore une enfant, hein, qui a déjà expérimenté toutes ces choses désastreuses que sont le racisme, que sont l'exclusion, que sont le jugement, que sont... Enfin bref, elle a déjà expérimenté tout ça. Elle l'a vécu dans le vrai monde, enfin dans notre monde à nous, et elle le revit quand elle arrive là-bas parce que elle... bref, je vais peut-être pas trop vous en dire, mais vous verrez. Elle revit ça encore une fois, et c'est un personnage qui est très intéressant, qui est très résilient, qui a conscience de tout ça, n'a pas intériorisé le racisme, le refuse et a conscience que c'est ce qu'elle subit. Et voilà, c'est très intéressant. Ce personnage, pour moi, et d'ailleurs tous les personnages,
Les personnages principaux sont beaucoup plus intéressants, je trouve, que ceux d'Harry Potter. Oui, oui, désolée. Pourquoi? Parce que ce sont des personnages qui ont une histoire, parce que ce sont des personnages qui... Enfin, vous voyez, dans Harry Potter, à part Harry qui a perdu ses parents, on est quand même sur des personnages finalement assez classiques, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas des histoires terribles. Ok, Ron Weasley est pauvre, mais il a une famille aimante, il vient d'un foyer très heureux. Hermione Granger, c'est pareil, même si j'adore Hermione, hein, je veux dire, voilà. Là, on est sur un schéma un peu différent et en fait, je pense que la différence, c'est juste que, eh bien, ça a été créé beaucoup plus récemment et voilà, c'est ce qui manque un peu, beaucoup, énormément à Harry Potter, je trouve. Même si on peut pas du tout comparer, attention, on n'est pas du tout dans le même truc, hein, c'est pas le même, la même histoire, le même schéma, c'est pas immersif de la même manière, c'est mais voilà, c'est ce que moi je trouve regrettable dans Harry Potter. Une des choses que je trouve regrettable dans Harry Potter. Je pourrais vous parler un jour ou faire une vidéo sur tout ce que a posteriori, en tant qu'adulte, je regrette dans Harry Potter. Ça serait très intéressant parce qu'il y en a un paquet, même si j'adore Harry Potter, que c'est toujours une lecture doudou pour moi. Je n'ai plus la naïveté et l'aveuglement et les œillères de l'enfance, donc je vois quand même les points faibles. Bref, donc c'est très jeunesse, c'est quand même très jeunesse, ça se lit quand même très bien, mais ouais, c'est quand même jeunesse. Après, moi, ça me pose pas de problème parce que j'aime bien l'histoire, parce que j'aime bien les personnages, parce que j'ai envie de savoir et qu'il y a quand même du mystère et voilà, il y a un intérêt à le lire. Mais si vous pouvez le mettre entre les mains de quelqu'un de 12, 13, 14 ans, à mon avis, ça peut être vraiment une de ces lectures qui restera par la suite une lecture sur laquelle il ou elle reviendra avec plaisir une fois adulte parce que ouais, on est bien dedans, même si c'est pas toujours rigolo. Pour l'histoire, je vous l'ai déjà faite, je vais pas vous la refaire. Évidemment, il y a d'autres choses qui sont ajoutées, mais je vais peut-être pas trop en parler parce que moi, personnellement, je déteste savoir avant où ça va et que des fois on dit des trucs et puis c'est à la moitié du bouquin et on attend que ça et bref, ça gâche un peu l'expérience de lecture, je trouve. Mais elle est trop mignonne en plus. Mais voilà, franchement, c'est une très chouette lecture. Je ne suis pas le public cible, je le sens clairement. Ça sera pas un coup de cœur pour cette raison. Mais je vois tout l'intérêt qu'on a à mettre ce genre de livre dans les mains des préadolescents. Et je reconnais les qualités d'écriture, je reconnais les qualités scénaristiques, les qualités narratives, même si c'est un petit peu simple, mais c'est normal, c'est de la jeunesse, il faut le prendre pour ce que c'est de la jeunesse. C'est un peu simple, c'est facile à lire, il y a un petit peu des éléments de vocabulaire pas très très littéraires, mais c'est de la jeunesse et il faut que ça plaise au public cible et c'est ce qui est important. Et si ça fait passer de bonnes valeurs en plus, si ça fait passer des messages intelligents en plus, bah c'est parfait pour moi et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de livre. Voilà. Donc je le terminerai aujourd'hui sans aucun doute puisqu'il me reste peut-être 70 pages à tout péter. Et après ça, je n'aurai plus de lecture en cours, donc je pense que j'attaquerai autre chose, quelque chose d'assez court, histoire que ça traîne pas trop, parce que je vous ai dit lundi, j'attaque Vita Nostra avec Pénélope, et que Vita Nostra, c'est une autre paire de manches, hein, concrètement. Donc je vais me trouver une petite lecture un petit peu sympa, rapide, sur mon jeunesse. J'ai d'autres jeunesses qui m'attendent, je dois avoir un Estelfaï, je crois. Donc, ou alors le tout petit livre que j'avais emprunté là, je sais plus trop. Ouais, j'ai Ouijigo d'Estelfaï qui est ici, et j'ai celui-là aussi qui est assez court, Les meurtres de Molly Susborn, qui me tentait plutôt pas mal, donc sûrement un de ces deux-là, ou peut-être Maldora, je sais pas. Évidemment, il faut que je termine L'Enfant de poussière, parce que même si je n'arrive pas à avancer ce livre, il m'intéresse toujours autant, c'est assez paradoxal, mais il faut que, ouais, je pense qu'il faut que je me pose pour reprendre, parce que comme j'ai fait une grosse pause, il faut que je me remette dans l'ambiance, etc. Bref. Donc c'était tout pour mes lectures d'hier. Aujourd'hui rien de particulier pour moi. On va juste se faire un repas un peu sympa, donc on va s'occuper de ça. Moi je vais terminer ensuite ma lecture et puis voilà. Sinon, dernier point avant de vous laisser, et puis je pense que je clôturerai ce soir ou demain. Je vais attaquer la première vidéo analyse littéraire. Alors attention, on s'entend, hein, analyse littéraire de quelqu'un qui n'a pas fait d'analyse littéraire depuis maintenant 6 ans. Je crois que mon mémoire de master date d'il y a 6 ans, donc voilà. Mais bon, ça peut être sympa, ça peut être l'occasion de faire découvrir peut-être des livres qui sont un peu opaques, soit parce qu'on les a lus trop jeunes et que ça nous est passé au-dessus, soit parce qu'on ne les connaît pas et ça peut toujours être intéressant. Et ça peut peut-être donner envie à certains et certaines de découvrir un peu de littérature classique. Et
voilà, la littérature classique c'est quand même super chouette, hein. Je ne me permettrai jamais de classifier les littératures, de dire qu'il y en a des meilleures que d'autres. Je ne pense pas que ce soit possible ni que ce soit le cas. Mais on a trop d'a priori sur la littérature. Enfin, je dis on, pas moi du coup, mais beaucoup de personnes ont des a priori sur la littérature classique. J'en ai déjà parlé plein de fois, je le comprends. Et j'aimerais un petit peu défaire ça, démonter ça, et qu'on reparte peut-être avec l'envie de lire certains classiques qui sont à mon sens excellents. Bref, je vous laisse pour maintenant, j'allais dire pour aujourd'hui, peut-être pas pour aujourd'hui, mais pour maintenant en tout cas. Et puis on se retrouve plus tard pour le bilan concernant Amari, et puis, peut-être ma prochaine lecture que j'aurai attaquée d'ici là. A plus tard. Salut à tous, alors on se retrouve dimanche 1er janvier pour clôturer la vidéo vlog parce que je l'ai montée et qu'elle dure déjà 50 minutes. J'espère que ça vous avait manqué les vlogs d'une heure parce que là on y retourne à fond. Bref, je vais commencer par vous souhaiter à tous une très bonne année, que tout ce que vous voulez se réalise dans l'année et que l'année soit douce surtout parce que ça a été... on a eu quelques années un petit peu difficiles pour plein de raisons. Bref, je vais pas reparler plus longtemps d'Amari parce que j'ai déjà tout dit ce que j'avais à dire. Je vais juste conclure en disant que la fin était assez surprenante et plutôt intéressante. J'ai très envie de continuer, mais le tome 2 n'est pas encore à ma médiathèque vu qu'il vient juste de sortir, je crois, peut-être en novembre. Donc ça sera pas pour tout de suite parce que je compte pas l'acheter. On verra si jamais ça arrive. J'espère que ça arrivera dans pas trop longtemps parce que j'aime pas trop laisser traîner les sagas. D'ailleurs, à ce propos, je pense vous tourner une vidéo sur mes sagas terminées, en cours et abandonnées parce que en fait j'ai lu pas mal de sagas cette année, j'en ai même terminé quelques-unes et j'en ai entamé beaucoup. Donc je pense vous faire ça prochainement, mais avant ça il faut que je fasse mon bilan, il faut que je fasse... Bref, j'ai plein d'autres trucs à sortir avant, il y en a un paquet. Donc j'ai terminé Amari, c'était une bonne lecture, une très bonne lecture même. Je suis curieuse de voir où va mener ce tome 2. Ensuite, hier soir dans la foulée, j'ai attaqué Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, qui m'a été offert par Pénélope durant le swap. Et j'étais très contente qu'elle me l'offre parce que j'avais évidemment très envie de le lire, vu qu'elle m'a, plongée dans l'envie de lire Becky Chambers grâce à un psaume pour les recyclés sauvages. Et que de toute façon, tout le monde fait l'éloge de Becky Chambers concrètement. Donc je l'ai attaqué, je l'ai terminé, mais je vous en reparlerai dans le vlog suivant que j'attaquerai peut-être aujourd'hui, peut-être demain, je ne sais pas, parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, si vous voulez déjà voir un petit peu ce que j'en pense, j'ai fait une petite story sur le sujet et je l'ai épinglé en permanent, donc vous pouvez toujours aller voir mon avis sur, enfin une partie de mon avis sur Apprendre aussi par bonheur sur Instagram. Je vais m'appliquer à faire des lectures terminées en story, que je mettrai en story à la une pour que tout le monde puisse revoir s'il le souhaite mon avis, même s'il est assez sommaire, il n'y a quand même pas énormément de place. Et puis de toute façon j'en reparle dans le prochain vlog, on en parle. Et j'ai attaqué ce matin Maldoror, les enfants de la légende de Philippe Lechermier. Désolée si j'écorche son nom, Lechermier. Qui est un auteur, oui je pense que c'est un auteur français. Le tome 2 est sorti assez récemment, donc celui-là je l'ai emprunté. Pareil, je vais l'attaquer, je vais pas lire la suite dans l'immédiat parce que je ne pense pas que le tome 2 soit déjà à la médiathèque, puisque vous voyez il vient d'arriver, donc bon bref c'est pas grave. J'ai commencé à le lire, ça a l'air intéressant, ça a l'air de parler pas mal de musique, ce qui m'arrange pour certains de mes défis en cours, notamment Dévorez-les tous. Je crois qu'il y a un Pokémon autour de la musique que je n'ai pas validé, voilà, donc je vais lire ça aujourd'hui.
Et puis, bah, c'est déjà pas si mal. Normalement, demain, ou en tout cas dans la semaine, on attaque Vita Nostra avec Pénélope. On va voir ce que ça va donner. Je ne pars pas extrêmement confiante parce que je vous avais dit, le résumé m'avait pas spécialement emballé, mais bon. Après, les résumés, ça vaut ce que ça vaut, hein, donc je vais quand même le lire puisque tout le monde a aimé ce livre, j'ai l'impression. Donc voilà, il faut le découvrir. Et puis je vais me faire peut-être une liste de livres à lire en priorité parce que je suis en retard sur pas mal de lectures que je voudrais faire avant fin janvier. Voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début d'année. Encore une fois, une bonne année tout court. Et puis on se retrouve du coup mercredi pour, je pense, mon bilan 2022 et mes objectifs 2023. Bye bye!